Bonsoir à tous. Merci aux courageux d'être restés. Je vois des têtes que j'ai vues ce matin, donc c'est assez encourageant. Et pour ceux qui sont partis, je voulais aussi insister sur le fait que les sessions avaient été filmées et elles seront... donc on vous enverra le lien internet pour revoir les sessions et voir les 8 heures très intéressantes que nous avons eues. Donc on va terminer ce séminaire avec une table ronde que nous avons voulu multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a invité le monde politique, le monde associatif et le monde du secteur privé. Ik ga niet langer spreken om tijd te sparen voor de rondtafel, hè. Maar als ik vermoed dat het Franstalig publiek de Franstalige sprekers kent, zal ik de Franstalige hoofdsprekers in het Nederlands introduceren et alors les intervenants néerlandophones seront présentés en français. Mevrouw Barbara Tracht is staatssecretaris voor de Brusselse hoofdstedelijk gewest, belast met economisch, transitie en wetenschappelijk onderzoek. Mevrouw Tracht is minister-voorzitter voor de Frans Gemeenschapcommissie. En vroeger was ze gemeenteraadslid voor Schaerbeek, lid van het Brussel-parlement en lid van het parlement voor de Frans gemeenschap. En Barbara Tracht is van de Ecolo-partij. Meneer Arnaud Zacharie is de staatssecretaris voor het Nationaal Centrum voor Coöperatie en Ontwikkeling, de SNCD in het Frans. Dat is de tegenhanger van de 1111 in Vlaanderen. Hij doceert aan de ULB en de ULG en heeft verschillende boeken geschreven over internationale betrekkingen. Et enfin, monsieur Art Geens, il est senior manager of public affairs chez Engie Electrabel depuis 2018. Auparavant, monsieur Geens a travaillé pendant 4 ans pour PricewaterhouseCoopers dans le domaine des infrastructures et plus spécifiquement sur l'énergie et l'environnement. Encore avant cela, monsieur Geens a conseillé le secrétaire d'État à l'énergie ainsi que le cabinet du Premier ministre sur les questions d'énergie renouvelable. Voilà, ma première. Donc en fait, on va faire 4 questions assez générales. Les intervenants ici auront 10 minutes pour parler ensemble et après, ce sera 15 minutes avec l'audience. Ouais, j'espère essayer de garder vos questions et vos commentaires qui sont tout à fait bienvenus, mais à environ 2 minutes, histoire qu'on garde le temps sous contrôle. Voilà. Ma première question est pour vous, Madame la Secrétaire d'État. Est-ce que vous pensez qu'une transition écologique peut avoir lieu sans un dépassement assumé du paradigme de la croissance économique? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette question. Donc je suis donc effectivement secrétaire d'État à la région bruxelloise à l'économie. Ou à la transition économique, à la transition économique, mais globalement ça recouvre toutes les compétences d'économie régionale, donc qui s'appliquent y compris à toute l'économie, donc à l'économie classique également. Je sais pas, voilà. Parfait. Notre réflexion et les stratégies qu'on met en place visent assez simplement. Je pense que pour vous, je ne devais pas l'expliquer longuement, à internaliser les externalités, c'est-à-dire si on prend les définitions classiques et les théories classiques de l'économie et les indicateurs classiques de l'économie macro, mais aussi micro, les indicateurs qui permettent de diriger une entreprise aujourd'hui de manière classique, l'environnement, les impacts sur l'environnement et les impacts sociaux ne sont pas intégrés ni dans cette vision globale, ni dans cette vision micro au niveau des entreprises. Et nous, on veut faire en sorte d'avoir une économie qui intègre, qui tient compte de son rôle sociétal ou de son rôle sur le plan environnemental. C'est absolument indispensable au regard des défis qu'on a sur le plan environnemental, mais aussi des défis sociaux. Jusqu'ici, l'industrie et l'économie, on le sait, ont été responsables dans l'histoire de nombreuses catastrophes, tant humaines qu'environnementales. Si on veut inverser la tendance, il faut jouer avec l'économie. L'économie est un acteur avec lequel on doit travailler. Et pour ça, il faut intégrer les externalités. Et donc les indicateurs traditionnels de l'économie, comme la croissance et le produit intérieur brut, puisque en général c'est ça qu'on vise, mais enfin ça peut être aussi la croissance du chiffre d'affaires au niveau micro, sont totalement insuffisants. Ce ne sont pas des indicateurs qui sont non pertinents ou totalement non pertinents,
mais ils sont totalement insuffisants puisqu'ils n'intègrent pas les externalités. Ils ne tiennent pas compte de qu'est-ce qu'on produit. Dans un pays, on regarde son PIB, on ne sait pas qu'est-ce qui est produit. Si vous produisez des armes ou si vous construisez des écoles, ça ne reflète pas le PIB ne reflète pas ça. Et par définition, la croissance du PIB ne reflète pas ça. Il ne reflète pas non plus l'impact des activités économiques sur l'environnement, l'impact des activités économiques sur le bien-être des citoyens, tant sur le territoire et évidemment encore moins à l'extérieur du territoire. Et donc c'est à tout le moins des indicateurs qui doivent être largement complétés par d'autres. Et notamment, pour avancer concrètement à Bruxelles, on utilise la théorie du donut, que vous connaissez, j'imagine, donc je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails non plus, mais qui permet d'agréger un ensemble d'indicateurs sociaux et d'indicateurs environnementaux. Et cette théorie postule qu'on peut avoir une économie prospère, une économie fructueuse, une économie qui permet de garantir aux citoyens des droits sociaux, un socle de droits sociaux fondamentaux et minimaux, tout en respectant les limites de la planète. C'est ça notre cadre théorique, et c'est plus qu'un cadre théorique. On a appliqué cette théorie à Bruxelles, sur le plan d'une photographie, pour avoir le donut bruxellois, mais elle nous sert aussi maintenant à définir les stratégies politiques qu'on met en place. Merci. Monsieur Zacharie, la même question. Est-ce que pour vous, c'est possible d'avoir une transition écologique qui maintiendrait le modèle économique et social de la croissance économique? Donc, la réponse courte, c'est ça dépend. Donc, j'ai un peu développé. Donc, d'abord, comme ça a été expliqué ce matin, il y a la question du découplage entre la croissance et la soutenabilité de l'environnement. Il y a un découplage relatif, mais pas absolu. Et souvent, quand on met en avant le fait que pour un même point de croissance en Europe, ça émet beaucoup moins de CO2, on oublie qu'on a sous-traité, délocalisé toutes les usines polluantes dans les pays émergents où là, les émissions de gaz à effet de serre explosent. Ce n'est pas pour rien que la Chine est devenue le premier émetteur de gaz à effet de serre. Donc, ça ne dédouane pas les pays émergents de la soutenabilité de leur modèle de développement, évidemment, mais il y a quand même une certaine hypocrisie de la part des gouvernements des pays riches de pouvoir se targuer, de pouvoir baisser les émissions de CO2 sans remettre en cause le mode de vie, tout simplement parce que ce qui polluait avant, on les a délocalisés dans les pays à bas salaire. Donc, il y a un problème de non-découplage absolu qu'il faut prendre en compte. Maintenant, la question de la croissance n'est pas un mal en soi. Et pour dire les choses encore plus clairement, je pense que le défendre la décroissance est une impasse. Pourquoi ? Parce que, moi je travaille dans les pays en développement, si vous allez en Afrique, que vous êtes dans des zones où c'est la famine parce que personne n'a à manger, et puis que on va avoir des capacités de production agricole pour nourrir les populations, ça va créer de la croissance économique. Et en même temps, on va éradiquer une famine. Donc est-ce que c'est mal d'éradiquer une famine parce que ça crée de la croissance économique ? Non, évidemment. La question est plus que l'indicateur du PIB n'est pas un indicateur pertinent. Là, en l'occurrence, si on vise le droit à l'alimentation, on va prendre un indicateur qui est lié au droit à l'alimentation. Et peut-être que l'atteinte du droit à l'alimentation va créer de la croissance ou va en détruire. Mais le but n'est pas de créer de la croissance pour créer de la croissance économique. Donc, comme ça a été dit notamment cet après-midi aussi, la question c'est plus d'avoir une société post-croissance, c'est-à-dire qui arrête d'avoir comme indicateur principal la croissance du produit intérieur brut, parce que la croissance du produit intérieur brut en soi peut générer des choses positives pour la société ou des choses négatives. Et on sait que dans la transition, très clairement, il y a des secteurs qui doivent croître beaucoup. Si on parle de la transition énergétique, le secteur des énergies renouvelables doit croître beaucoup. Par contre, le secteur des énergies fossiles doit décroître jusqu'à disparaître. Donc on va, d'un point de vue économique, créer du PIB à gauche et en détruire à droite. Mais de nouveau, l'objectif, l'indicateur du produit intérieur brut n'est pas pertinent par rapport aux objectifs de la transition énergétique. Alors, un autre point que je voudrais souligner,
et sur lequel on n'insiste pas assez, je trouve, dans nos mouvements, c'est qu'on part du principe, quand on pose la question entre croissance et transition, qu'on vit dans un modèle économique qui crée beaucoup de croissance. Et ça, c'est tout à fait faux. Enfin, en tout cas, dans nos pays industrialisés, les économistes parlent de stagnation séculaire. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement depuis les années 80. Donc la mondialisation néolibérale a non seulement créé de l'instabilité financière qui a provoqué des crises financières mondiales récurrentes, qui créent des récessions et donc qui ralentit la croissance économique, mais même en vitesse de croisière, on vit dans un modèle économique où la croissance économique est très faible, où la productivité est très faible, où les taux d'intérêt sont par conséquent très faibles. Donc, si vous comparez la période des 30 Glorieuses avec la période néolibérale, la mondialisation néolibérale, d'un point de vue purement économique, même si on met de côté toutes les considérations environnementales, c'est tout à fait inefficace. Donc, en prônant la décroissance comme solution, ça laisserait penser qu'on est dans un modèle qui est très efficace en termes de croissance de la productivité, ce qui est tout à fait faux. Même si il y a eu des clusters de croissance en Chine, évidemment, là où on a délocalisé toutes les usines, comme je l'expliquais tout à l'heure. Mais en tout cas, dans nos pays industrialisés, c'est la stagnation séculaire et ça continue. On a eu une forte récession avec la pandémie qui a créé un rebond, mais on est de nouveau dans une stagnation qui va sans doute s'installer. Bref, il ne faut pas avoir un diagnostic. Je ne sais pas si vous connaissez tous Bruno Coleman, qui a écrit un livre sur la mondialisation et le populisme, et qui a écrit quasi en même temps que moi un livre sur le même sujet. Et lui explique que le néolibéralisme arrive à sa fin, mais qu'il faut quand même reconnaître que le néolibéralisme a créé une croissance exceptionnelle. Ça, c'est une idée fausse. Si vous regardez les chiffres, ça ne cesse de baisser. Donc, ne pensons pas que le système actuel est efficace d'un point de vue économique, parce que c'est faux. Même si on fait abstraction de toutes les questions qu'on est en train d'aborder ici. Et donc, voilà, l'objectif, c'est cette société post-croissance, donc d'avoir d'autres indicateurs que la croissance du produit intérieur brut. Donc, rappelons-nous que le PIB, ça a été créé pendant la Grande Dépression par des économistes comme Simon Kuznets et toute la bande, qui ont expliqué, quand ils l'ont créé, que ce n'était pas du tout prévu pour des périodes normales, hors Grande Dépression ou hors période de guerre. Mais on a gardé quasi ce seul indicateur comme boussole. Or, de nouveau, si on crée de l'alimentation avec des pratiques agroécologiques pour nourrir des populations, ou si on développe des énergies renouvelables, ça va créer de la croissance économique et c'est pas grave. Par contre, si je sors d'ici, je prends une voiture, je vais en sens inverse sur l'autoroute et je crée un carambolage avec des dizaines de morts, je vais créer plein de PIB parce que y a les ambulances qui vont arriver, ils vont aller dans les hôpitaux, je vais devoir acheter une nouvelle voiture et ceux dans qui je serai rentré aussi, etc. Donc, le PIB, il est aveugle sur toute une série de sujets qui sont devenus tout à fait fondamentaux, à commencer par la question du climat et de l'environnement d'une part, et la question sociale et des inégalités d'autre part. Donc il faut d'autres indicateurs. La bonne nouvelle, c'est qu'on en a plein. Il y a déjà les 17 objectifs de développement durable des Nations Unies avec 169 indicateurs, donc il y a vraiment, ils ont pensé à tout, même le fait d'avoir une carte d'identité. Donc c'est pas les indicateurs qui manquent, ce qu'il faut, c'est choisir les indicateurs qui nous intéressent par rapport aux objectifs de société qu'on s'est fixés et de pouvoir évaluer est-ce qu'on va dans la bonne direction ou pas avec les bons indicateurs qu'on aura choisis. Merci. Wilt u graag iets toevoegen? Of... Non, ok. Expertise. Ok, non, mais c'est bon. Est-ce que quelqu'un dans la salle veut ajouter un point? Non. Moi, j'avais... alors, du coup, c'est pour Arnaud et aussi peut-être pour vous, parce que je crois que pendant longtemps, et je ne suis pas du tout un spécialiste du sujet, mais si je me souviens bien de quand on parlait de la mondialisation dans les années 90-2000, et on parlait de mondialisation heureuse, du commerce extérieur comme étant un vecteur de paix. Aujourd'hui, peut-être qu'on parle plus du commerce international via tous les traités. Je crois que c'était d'ailleurs... la Wallonie avait voté contre le CETA, etc. Est-ce que maintenant,
c'est la fin de la mondialisation heureuse, et est-ce qu'on voit encore le commerce international comme un vecteur de paix? C'est pour moi la question, parce que moi j'ai jamais dit que la mondialisation était heureuse. Non, c'est comme ça qu'elle avait été mentionnée dans les années 2000. Peut-être que tu peux commencer et après je viens de publier un article là, sur la question dans Imagine demain le monde. Donc plusieurs voix qui disent la guerre en Ukraine, c'est la fin de la mondialisation néolibérale. D'ailleurs, la mondialisation, elle s'est créée dans un contexte particulier, à la fin de la guerre froide. Donc on parle d'un nouveau rideau de fer qui pourrait déboucher de la guerre. Donc c'est clair que si la mondialisation a été permise par la fin de la guerre froide, la restauration d'un rideau de fer, même si ce n'est pas un mur de Berlin ou autre chose, la mondialisation ne va pas en sortir indemne. Maintenant, on est dans ce contexte avec les ruptures de chaînes d'approvisionnement qui avaient déjà débuté durant la pandémie, qui sont en train d'être exacerbées avec la guerre et donc qui remettent en question, c'est un autre article que j'avais écrit, le just in time, on passe du just in time au just in case, parce que les entreprises sont dans l'incertitude radicale, comme les gouvernements d'ailleurs, et donc ils ne peuvent pas mettre tous leurs œufs dans un même panier. Autrement, ce qui se passe, j'avais un fournisseur qui se trouvait uniquement en Ukraine par exemple, pour citer le cas le plus évident, et je ne suis plus approvisionné et donc je n'arrive plus à produire. Des secteurs entiers de l'automobile, notamment en Allemagne, ont été mis à l'arrêt déjà durant la pandémie et ensuite avec la guerre en Ukraine, parce qu'on s'est retrouvé, parfois ils ont découvert que c'était des espèces de harnais qui sont indispensables pour faire fonctionner les autos et que seule l'Ukraine fournissait ce bien intermédiaire. Donc le just-in-time avec des chaînes de valeur opaques, pour pouvoir mieux compresser le coût du travail à l'autre bout du monde et d'exploiter les travailleurs pour avoir des coûts de production réduits, ça fonctionne tant qu'on vit dans un contexte international qui est garanti. Quand on est dans un système d'incertitude radicale, les entreprises, elles vont chercher à diversifier leurs fournisseurs, elles vont chercher à accumuler des stocks stratégiques pour pouvoir faire face à des imprévus et éventuellement relocaliser des secteurs stratégiques. Par exemple, on parle de l'Airbus des batteries au niveau européen, les semi-conducteurs qui ont manqué parce que, comme tout le monde était confiné, tout le monde a acheté des ordinateurs, des consoles de jeux vidéo, etc. Et là, il faut des semi-conducteurs. Donc, on a utilisé tous les semi-conducteurs qui existaient. Et puis, après le confinement, on s'est remis à racheter des automobiles. Et le problème, c'est qu'il n'y avait plus assez de semi-conducteurs pour les automobiles. Et donc, on a été capable de produire des automobiles. Donc, la mondialisation industrielle, je vais dire, on va vers en tout cas, on est arrivé à la fin d'un pic et vers un ralentissement. Il faudra voir si c'est la démondialisation. Maintenant, la pandémie a accéléré la mondialisation digitale, numérique, avec les nouvelles matières premières de la mondialisation digitale, c'est les données personnelles, le big data, avec les géants du numérique qui collectent des données personnelles de partout dans le monde pour pouvoir développer une espèce de mondialisation des services. Ce qui a toujours bloqué la mondialisation des services, c'est la capacité d'avoir des relations interpersonnelles quand on est à distance. Mais grâce aux Teams, aux Zoom, etc., que tout le monde connaît maintenant, et il y en a beaucoup d'autres, on peut tout à fait donner un cours à distance donc, à quelqu'un à l'autre bout du monde ou même être médecin et pouvoir faire une consultation à distance, etc. etc. Donc, certains disent que c'est le début de la mondialisation digitale. Mais, ça ne nous a pas échappé que depuis plusieurs années, il y a une guerre technologique entre les États-Unis et la Chine, et que donc il y a déjà une séparation des écosystèmes numériques, et qu'en plus, le début de la guerre en Russie, qu'est-ce qui s'est passé directement? Les systèmes informatiques sont déconnectés. Donc, on pourrait aussi avoir un rideau de fer au niveau des services numériques, mais ça n'impliquerait pas un retour au local. Rappelons-nous quand même qu'on parle depuis le début des années 80 d'hypermondialisation. Danny Roderick, le professeur de Harvard qui spécialise la mondialisation, parle de hypermondialisation. Mais est-ce qu'on était
lui dit qu'on était dans un contexte de mondialisation après la Deuxième Guerre mondiale, dans le contexte des 30 Glorieuses et de la guerre froide, mais une mondialisation qui se limitait en gros à l'Europe de l'Ouest, au Japon et à l'Amérique du Nord. Donc c'est tout à fait possible qu'on ait aussi une extension des échanges entre des pays amis dans un nouveau monde qui serait divisé en deux ou qui serait balkanisé en fonction des nouveaux critères de division du monde, quoi. Mais bon, qui vivra verra, c'est un peu de la science-fiction ce que je fais ici. Oui, ben je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Je vais aller dans le même sens. Bon, je crois que ce qui se dit, et je pense qu'il y a une part de vrai, c'est qu'à l'histoire de l'échelle de l'humanité, enfin à l'échelle de l'humanité, voilà, les échanges internationaux motivés par le commerce, mais donc je parle depuis il y a très 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 longtemps, ont été source de civilisation au sens positif du terme, ou d'échanges et de progrès. Et donc ça reste sous-jacent, ce discours-là et les aspects un peu positifs restent sous-jacents au discours qui défend le statu quo, enfin le statu quo du productivisme en fait. Hein. On nous dit aussi que c'est la civilisation finalement. Et donc ceux qui évidemment disent qu'il faut relocaliser, que ce just-in-time, etc. amène énormément d'impact et d'effets négatifs tant sur les personnes que sur l'environnement. En fait, ils veulent l'autarcie et c'est le retour dans les grottes, quoi. Il y a un parallélisme entre voilà, ce qui s'est fait dans toute l'histoire de l'humanité et puis ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense qu'on ne peut pas faire le parallélisme entre l'un et l'autre. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. Je pense, enfin en tout cas nous ce qu'on observe, c'est qu'il y a un momentum. On vit avec le Green Deal qui était là juste avant la pandémie, et davantage encore avec la pandémie, bien davantage encore avec la pandémie, et puis avec aujourd'hui les prix de l'énergie, et d'autres événements, hein, comme, moi j'ai trouvé la panne du bateau là, dans le canal de Suez aussi un événement très marquant, et qui en plus arrivait à un moment où tout le monde était en mesure de comprendre, où beaucoup plus de personnes étaient en mesure de comprendre, qu'effectivement, produire des biens de première nécessité qu'on utilise tous les jours à l'autre bout de la planète, fabriqués par des enfants dans des conditions dégueulasses, des biens qu'on va utiliser une fois et puis qu'on pourra jeter, c'est mauvais, c'est pas bon, je veux dire... Vos associations, etc., le disent depuis des années et des années. Il y a plein de gens qui le savaient déjà. Mais là, en plus, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que, voilà, au début de la pandémie, on n'avait même plus de masques ou de thermomètres. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'on vendait des thermomètres à des prix d'or à des maisons de repos, quoi. Donc, c'est aussi un système économique qui est fragile, contrairement à tout ce que les grands défenseurs de ce système ont toujours prétendu. Et donc ça, c'est de plus en plus évident, et c'est tellement évident... Donc de la nécessité de relocaliser notre économie, ou une partie de notre économie, pas toute, mais une partie de notre économie. C'est important d'avoir alors je suis ministre bruxelloise, donc relocaliser l'économie, c'est pas l'autarcie bruxelloise, c'est même pas l'autarcie belge. C'est au niveau européen. Donc oui, c'est au niveau européen, et il y aura aussi toujours des biens qu'on ira chercher ailleurs. Je dis, on n'est pas dans un rêve de repli sur soi. Mais qu'il faut ramener la production de biens plus proches des consommateurs, que ça va augmenter leur qualité, ça va augmenter la qualité de travail aussi des personnes qui les produisent, et ça va évidemment réduire l'impact environnemental aussi. Il faut accompagner ça d'économie circulaire par ailleurs, mais on pourra en parler aussi plus tard. Donc je pense qu'on vit un momentum par rapport à ça, et nous on l'observe, parce que j'ai la chance de représenter de temps en temps la Belgique au niveau européen, au niveau des ministres de l'Industrie. Alors, je ne dis pas que c'est super et que tout a changé. Je dis pas... Nous devons toujours vérifier la sincérité de la parole de ceux qui la tiennent, et que ces paroles-là se confirment ensuite par des actes. Mais nous observons en tout cas à ce niveau-là des changements comme il n'y en a jamais eu. Et une prise de conscience qui est sans doute plus liée par la fragilité du système que par des arguments de nature sociale ou environnementale, mais soit, hein, on les prend quand même. Merci. Merci. On va passer à la deuxième question qui était liée au deuxième module. Oui. De tweede vraag is meer technisch. Hè. Daarom gaan we eerst naar meneer Geens luisteren.
Denkt u dat de scenario van 100% hernieuwbare energie mogelijk is, zonder een sterke daling van onze energie- en materiaalconsumptie? Bedankt. Je vois quand même que le dernier flamand a quitté la salle, donc si ça ne va pas, vous me le dites, mais je vais le faire en français, ça ira. Un scénario 100% énergie renouvelable en Belgique, c'est un énorme défi. Il faut quand même d'abord, pour nous en tout cas, c'est ce que nous fait dans nos études internes, faire la distinction entre l'énergie et l'électricité. La Belgique a une consommation de 80 TWh d'électricité, de 120 TWh de gaz et de 230 TWh de pétrole. D'accord ? Donc l'électricité, c'est le moindre de nos défis. On y arrivera. On est sûr qu'on peut y arriver et le défi sera justement à comment est-ce qu'on va designer notre système électrique pour qu'il puisse gérer l'intermittence, le stockage des énergies renouvelables. Et ça va demander encore des énergies fossiles pendant peut-être 2 décennies. Mais on va, au fur et à mesure, verdir le gaz et on va y arriver. Par contre, au niveau d'un scénario 100% énergie renouvelable, on est sur des morceaux beaucoup plus durs. Notamment sur notre industrie. Parce qu'on est aujourd'hui capable de modéliser des scénarios pour décarboniser le transport avec plus d'hydrogène et de gaz vert dans le transport lourd. Attention, c'est un défi d'en produire avec un impact CO2 réduit. Ça, c'est le point 1. Mais l'industrie, c'est plus dur parce qu'en industrie, on a deux vecteurs différents de consommation d'énergie, en fait. En industrie, on a tout d'abord l'énergie qui est nécessaire pour faire fonctionner le processus de production. Et puis, il y a l'énergie comme feedstock, comme on dit en anglais, comme matière primaire. Un exemple pour l'électricité, alors que je ne suis pas ingénieur, je suis historien, mais donc un exemple que je comprends, c'est l'électrolyse, c'est-à-dire qu'on utilise l'électricité comme matière primaire pour produire, par exemple, du zinc, de l'aluminium, etc. Je vais m'arrêter là parce que je vais me perdre, mais là c'est plus dur parce qu'il faut changer le processus de production de l'industrie. Et donc là où on se dit aujourd'hui en Belgique, on sait quoi faire pour l'électricité. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, parce qu'on voit beaucoup de barrières. Je vais en dire 2 mots. Par contre, pour décarboniser notre industrie et une partie de notre transport, c'est un défi de taille. Ce qui est la bonne chose aujourd'hui, c'est qu'on vit un peu un moment... quand vous parlez d'externalisation et d'internalisation, en fait, ici, on vit une période de plusieurs mois où on a l'impression que l'internalisation dans le prix de l'énergie des externalités négatives, comme par hasard, on fait un test case, comme si elle était là, comme si les CO2 étaient pricés déjà correctement, et du coup, l'énergie et surtout le gaz est devenu tellement cher que dans nos interactions avec les industriels, on sent encore davantage de motivation et de créativité à changer les processus. Et bien évidemment, on peut avoir le petit rire moqueur en disant, voilà, quand on parle sous, tout le monde change, mais le monde aujourd'hui, il fonctionne un peu comme ça. Et c'est quelque chose qui est aussi vrai au niveau de nous tous. Parce que si je vous dis que normalement, chez Engie, on a 1000 personnes par mois qui nous disent, bon, on a quand même envie d'installer des panneaux. Ici, on est à 6000 par mois. Hein, donc, tout le monde a compris que qu'est-ce que moi, je peux faire à mon niveau individuel pour payer moins. Et ça montre juste que le signal prix du CO2, dans une économie qui est la nôtre aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut fonctionner, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une augmentation du prix qui déclenche une masse de demandes d'investissement. Attention, ça ne veut pas dire que ces investissements réussissent d'office.
au niveau des matières primaires, nous, on est convaincus qu'il y a 2 scénarios pour l'Europe pour arriver à une économie décarbonisée. C'est d'abord un scénario qu'on appelle le Rapid Electrification, donc où on va essayer d'électrifier un maximum d'utilisation d'énergie, ou un processus où on va plus vers le gaz vert, on dit plutôt chez Engie les gaz verts, c'est-à-dire toute forme décarbonée ou partiellement décarbonée de gaz. Le deuxième scénario, celui du gaz vert, économiquement aujourd'hui, il a l'air d'être le moins coûteux. Dans tous les cas, chaque scénario coûte moins au plus qu'on investit tôt. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de spécialistes l'ont déjà expliqué. Si on investit un maximum entre 2020 et 2030, ça va moins coûter sur les 30 ans qui vont nous amener en 2050 que si on tarde. Ça, c'est le point clé. Mais donc ce scénario de green gasification, c'est sans doute le scénario qui est économiquement celui qui a le plus de sens aujourd'hui si on regarde l'Europe. Par contre, il va sans doute nécessiter une certaine créativité dans la production de gaz vert. Aujourd'hui, il y a 20 façons différentes d'en produire. On a des projets de tests en Belgique, en Flandre, en Wallonie, où on essaye d'utiliser du CO2 fatal pour créer des limites, donc du méthane vert. Et il y a plein de façons qu'on peut rêver, mais aujourd'hui, c'est assez coûteux et ça posera de toute façon la question, à un moment donné, il faudra, vu les assez faibles ressources, en tout cas en Belgique, de l'importation de gaz vert d'autres parties du monde. Et alors là, on est de nouveau dans un scénario où on se dit, voilà, on n'importe plus de charbon ou de diamant ou d'or, mais du coup, on est sur le gaz vert. Mais ce sera une matière très précieuse. Puis je voulais encore dire 2 choses là-dessus. Tout d'abord, on a énormément de travail et on fait toujours, quand on va parler devant des étudiants, on fait toujours on any given day, qu'est-ce qu'on doit faire par jour? Notre calcul, c'est en Belgique, il faut on any given day installer 6000 panneaux solaires pour arriver à se décarboniser d'ici 2050. Et là, on n'est pas dans un scénario de croissance, de consommation d'énergie, en tout cas illimitée. Nous, on pense que pour terminer sur la croissance, en 2050, on sera à 55% de consommation énergétique en moins par rapport à 2020. Donc si aujourd'hui on est à 100, on sera à 45 en 2050. Ça, c'est le scénario que nous, on dessine, où on voit qu'il est possible d'arriver à une économie décarbonisée en 2050. Donc les défis sont énormes à tous les niveaux, transport et résidentiel. On peut y arriver, mais ça demandera des chocs ou des changements de comportement comme on peut les observer aujourd'hui. Mais pour notre tissu industriel, ça demandera des investissements énormes et une créativité et un avancement de la technologie sur lesquels les ingénieurs qui s'y connaissent mieux que moi travaillent tous les jours. Merci. Et en fait, oui, pour revenir sur la question, parce que les présentations de ce matin et de cet après-midi mettaient en avant fortement toutes les modélisations qu'on a vues mettaient en avant le fait qu'il fallait simplement avoir aussi moins de consommation, donc moins de demande. Donc on était obligé d'aller vers moins de consommation d'énergie. Et c'est facile de le dire, mais je me demandais aussi peut-être du côté politique, est-ce que c'est un message qui est facile à faire passer? Parce que je suppose que vous le connaissez, mais jusqu'à quel point c'est quelque chose qui est possible de dialoguer, peut-être dans le monde politique et même après au niveau sociétal? L'un est lié à l'autre, évidemment. Je veux dire, si on décidait sans que ça ait un impact sur les gens ou sur les entreprises, je veux dire, les décisions qu'on prend ont un impact sur les gens et les entreprises et ils ont des avis
qui nous transmettent. Et donc forcément que les réticences ou la motivation, à l'inverse, sont liées à ça, forcément, au terreau auquel aussi on l'applique. Je pense effectivement qu'il faut aller vers le renouvelable, si on parle d'énergie, l'économie circulaire, vers des innovations, certaines qu'on connaît ou qu'on dessine aujourd'hui, d'autres qui vont arriver, et on stimule tout ça, c'est absolument nécessaire. On doit accepter certaines sources d'énergie ou encore l'utilisation de certains matériaux de manière transitoire, hein, mais dans un but de réduire l'impact environnemental. Donc ça, voilà. Tout ça, voilà, on doit le faire. Mais attention à l'effet rebond. Si c'est pour continuer à faire comme on a toujours fait ou continuer à consommer de plus en plus comme on l'a toujours fait, on ne va rien gagner par ailleurs. Donc bien sûr qu'il faut les deux. Moi, ce que je vois, donc pour parler des entreprises, hein, comme ça, j'essaie de venir à quelque chose peut-être qui est un peu différent, c'est aussi aujourd'hui, c'est comme au niveau européen des ministres de l'Industrie, il y a une volonté de participer, de faire partie du changement, de s'inscrire dans le Green Deal, alors, s'afficher. À nouveau, je pense qu'il faut suivre ça de près. Il ne faut pas accepter juste le discours. Mais dans les discours, il y a de nombreux discours qui vont dans ce sens-là, de nombreuses entreprises qui s'affichent comme très avancées sur l'un ou l'autre des objectifs du développement durable de l'ONU, qui les prennent comme principe de gouvernance, des unions d'entreprises qui le font également, de plus en plus. C'est une volonté d'être les premiers, et on sait, c'est comme ça, hein, dans le monde des entreprises aussi, ceux qui sont les premiers, ceux qui développent ce type de technologie ou d'avancer en premier, seront ceux qui seront les leaders de demain, et donc ils savent aussi qu'ils ont intérêt à ne pas attendre, et donc c'est un levier que nous utilisons. Donc il faut toujours vérifier que c'est effectivement suivi des faits, et alors je voulais encore dire autre chose à ce niveau-là, évidemment ça m'échappe au moment où je le dis. Sans revenir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou je vous regarde, mais oui. C'était plus fait à la limite au dernier module, mais je pense que là on est un peu à la frontière entre les deux finalement. Mais sur cette question de l'accompagnement du changement et de la sobriété, personnellement, j'ai eu l'intégralité des plans programmatiques bruxellois, Good Move, Révolution, Shifting, tous. Super. Un bon étudiant. C'est bien. Je suis content, voilà, pour des personnes, pour des garçons. Et pourtant je travaille à côté. Mais et j'ai lu, et j'ai quand même une grosse déception en lisant, c'est que l'intégralité de ces plans repose sur, et je vais être provocateur notamment, sur ce que j'appellerais des hypothèses autoréalisatrices. C'est-à-dire qu'on prend pour principe que les contraintes d'un point de vue infrastructure vont de facto entraîner le changement. Je prends Good Move par exemple, on va dire ok, on va mettre en place des mailles, voilà, on va faire des mailles avec des axes de circulation, etc. Et on se dit que magiquement les gens vont changer, alors derrière on va mettre quelques incentives financiers, etc. Et on dit ça va suffire. On est aujourd'hui sur un choc, et je vous le dis en tant que militant associatif également, et pour faire de la sensibilisation au quotidien, on est sur un choc culturel. Et on nous l'a rappelé encore aujourd'hui, c'est un choc culturel. Et c'est pas en imposant une contrainte aux gens ou en leur donnant un petit bonus financier, je pense qu'on va faire bouger la majorité. La plupart des gens aujourd'hui encore sont dans un système où ils se disent ok, mais c'est une privation de mes libertés. Et même si d'un point de vue certains disent ok, bon, 1 degré ou 2 degrés, au moins si je prends l'exemple banal, excusez-moi de prendre cet exemple de la maison, c'est pas grand chose. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, d'un point de vue politique, la réponse à comment j'accompagne le changement culturel, comment est-ce que je crée un projet politique d'une société différente, autre que par la contrainte et le changement, etc., c'est quelque chose qu'on s'empointe un petit peu quelque part, mais qu'on ne voit pas encore réellement dans les différents points. Donc ma question, je vais donner, ça va à vous plutôt, Madame la Secrétaire d'État. Quelle est l'ambition aujourd'hui à ce niveau-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez à votre niveau, mais vous dites ça peut
en œuvre. Est-ce que la priorité c'est de faire des plans avec l'ensemble de mesures, etc. Est-ce que vous sentez ce besoin d'aller au-delà d'une série de mesures programmatiques et de mettre un petit peu en musique et en histoire tout ça? En fait, c'est presque une question philosophique hein, sur c'est quoi le levier d'action des politiques. En soi, si on fait des plans, mais alors là, je parle pour le coup vraiment du mien, donc Shifting, le dernier qu'il a cité, s'il l'a lu, c'est vraiment bien parce que c'était il n'y a pas longtemps. Donc, on a essayé de mettre en place un plan, mais un plan, c'est un ensemble d'actions et d'actions très concrètes, qui sont des actions, en l'occurrence, plutôt de nature incitative, parce que les politiques économiques régionales sont des politiques incitatives. On n'a pas de levier de contraintes sur les entreprises. Il y a des contraintes sur les entreprises et c'est très bien, il doit y en avoir. Il y a des contraintes fiscales, des contraintes environnementales, des contraintes sociales, etc., mais elles ne relèvent pas des compétences économiques. Mais donc on utilise les compétences économiques qui sont incitatives, avec des instruments incitatifs, pour amener les entreprises à changer leur fonctionnement. Si elles le font, c'est en partie grâce à cela, en partie, donc on les incite là. Si elles le font aussi, comme j'ai dit il y a un instant, c'est aussi parce que globalement, elles ont compris que dans la société, il y avait un changement vers le Green Deal, etc., et qu'elles doivent le faire. Ça, voilà. Ça peut être une partie de la motivation pour certains. D'autres, parce qu'elles ont compris qu'après les incitants, il y aura de la contrainte. Voilà. D'autres, parce qu'elles ont compris qu'elles ont intérêt à le faire, parce qu'elles doivent diversifier leurs sources d'approvisionnement, parce que la manière dont elles fonctionnent aujourd'hui est trop fragile ou les met dans une situation trop délicate. Voilà, donc en regardant leur portefeuille, pour certaines. D'autres encore nous disent que quand elles recrutent du personnel, et en particulier des jeunes, eh bien, ce n'est plus elles qui interrogent le jeune, c'est le jeune qui les interroge sur leur engagement et qu'il y a une pression qui vient aussi du bas. Donc, les contraintes ou les incitants ou les motivations pour les entreprises, donc je parle surtout de ça, mais après, j'imagine que pour les citoyens, le raisonnement peut être... Ils sont aujourd'hui divers et variés. Mais donc, il y en a une partie qui peuvent émaner du politique, et nous, on utilise les outils qui sont les nôtres, c'est-à-dire l'incitation là, aussi le discours et le futur désirable qu'on essaye de mettre en place, et on essaye de les faire rêver, de les inspirer, tout ça, on fait le mieux qu'on peut. Mais pour un changement culturel, ouais, il faut travailler aussi sur l'enseignement, sur tout ça, mais oui, donc je veux dire, j'espère que mes collègues de l'enseignement travaillent aussi au monde de demain, et quand je vois les jeunes, je me dis que c'est le cas, mais je veux dire, il y a une partie des facteurs sur lesquels on peut faire mieux sur le récit, ça c'est sûr et certain. Ouais. Et plus de cohérence aussi à travers les différentes compétences, parfois même au sein du même gouvernement, tout ça, on peut faire beaucoup mieux. Mais je pense que sur un changement culturel, on doit être à plusieurs, et notamment avec l'associatif aussi. Je voudrais peut-être dire aussi quelque chose sur l'incitatif et le contraignant, parce qu'en gros, c'est un peu ça la question, je pense, que vous posez en partie. Le monde politique n'a pas facile d'imposer la contrainte. Et ce constat, il est correct, et je pense que dans le domaine où nous, on travaille avec Engie tous les jours, quelque chose enfin, ça ne nous choque pas, mais qui montre à quel point c'est difficile, c'est si on fait des listes, on a toujours des listes, qu'est-ce qu'il faut faire les 10 années prochaines pour réussir la transition. Et alors, il y a des mesures à débat et puis des mesures no regret, no debate, everyone agrees. Et la première dans le no debate, everyone agrees, c'est l'isolation. Et économiquement et écologiquement, c'est sans doute c'est la mesure la plus facile et la plus impactante qu'on peut trouver. Et le monde politique, aujourd'hui, n'ose pas imposer des contraintes suffisamment ambitieuses en termes de rénovation énergétique. Oui, pour le nouveau bâti, mais où est-ce qu'il y a encore du nouveau bâti? Il y en a, mais sur le bâti existant, notre pays est sans doute un des pires d'Europe, parce que c'est comme ça historiquement, et c'est une de nos grandes faiblesses. Et les trois gouvernements de ce pays peinent
à vraiment imposer ça, aussi parce qu'on comprend, on ne veut pas trop froisser le citoyen qui n'a peut-être pas toujours le budget. C'est sur le portefeuille. C'est sur le portefeuille. Mais si on mettait qu'une partie du budget qu'on avait mis dans la baisse de la TVA, dans ça, je sais bien qu'il y a des répartitions de compétences, mais il y a quand même, au niveau politique, de la part du monde de l'entreprise, je pourrais citer d'autres exemples, une demande de bien regarder que si, en tant qu'État, et on n'a pas un État super riche, on a peut-être un pays qui a un beau PIB, mais l'État en soi n'est pas en excellente santé financière. Donc si on décide d'investir et de dépenser le denier public, d'essayer de le faire de la façon la plus efficace possible. Et je pense que là, et c'est peut-être, enfin, c'est mon opinion personnelle, je ne parle pas pour mon entreprise, mais c'est vraiment quelque chose où il faut bien réfléchir. Et la contrainte aujourd'hui, politiquement, ça passe difficilement. Et il faut un peu de courage, ou beaucoup de courage. Merci beaucoup. La troisième question est en lien avec le troisième module. On a eu la présentation du géologue, le professeur Jans, à propos des limites qu'on pouvait avoir avec les métaux. Et donc, je voulais voir avec vous quelles étaient justement ces limites qu'on devait prendre en compte avec ces métaux, mais au niveau approvisionnement, dépendance, pollution lourde de l'industrie, violation des droits humains, ça sera peut-être plus pour M. Zacharie. Mais donc, dans toutes ces politiques belges et européennes de transition, peut-être, Zacharie, tu veux commencer? Je peux, oui. Donc, il y a plusieurs choses qui ont bien été expliquées pendant la journée. Donc, c'est évidemment la question de l'économie circulaire pour recycler un maximum. Ça, c'est une première chose incontournable. La question aussi du choix de la ressource et des matériels, ça on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais si on prend par exemple, donc on a vu comment le lithium est le métal dont l'augmentation prévue est la plus élevée, mais on fait des batteries lithium-ion, mais on est déjà capable de faire des batteries sodium-ion, on y est quoi. Donc à partir du moment où on peut développer des voitures électriques où il n'y a plus besoin du métal en question, l'affaire est réglée. Donc il ne faut pas oublier qu'on est à l'âge de la pierre de cette transition qui ne fait que commencer et qu'on est face à des problèmes, et le lithium en est un, mais on a des alternatives qui existent, il y a des recherches, il y a des ingénieurs, comme c'était expliqué, dans toutes les industries pour trouver des solutions, parce qu'il faut bien en trouver, autrement il y aura des problèmes économiques qui arriveront. Donc ça, c'est un autre aspect. Troisième proposition qui a été un peu abordée, c'est le fait de rouvrir des mines en Europe. Et là, on a eu un débat qui était assez éloquent, je trouve, sur la manière dont en Europe et en Occident en général, ce qui ressortait un peu du débat, c'est qu'à la limite, on préfère faire toutes nos saloperies dans les pays en développement, que d'ouvrir des mines ici, parce qu'on va voir quelles sont les conséquences. Il y avait le débat, oui, mais il y avait même une question, c'est pas à cause des normes environnementales ici en Europe que tout était délocalisé. Bon, et on a délocalisé pour réduire les coûts de production, pour avoir des salaires moins élevés, et pour pouvoir violer les droits humains, mais aussi l'environnement. Enfin, si on va dans le Katanga que je connais, pour y travailler depuis des années, l'industrie minière pollue les sols, les eaux, donc il y a des malformations, on se croirait à Tchernobyl parfois, et tout le monde s'en fout, à commencer par l'État congolais, donc il y a un code minier qui depuis 2001 impose des normes sociales et environnementales. L'État ne fait rien pour faire respecter ou même pour contrôler quoi que ce soit. Bien souvent, des gens, y compris la famille Kabila, etc., sont copropriétaires d'industries minières, donc sont dans des conflits d'intérêts énormes. Les Moïse Katumbi, etc., je ne dois pas vous expliquer. Donc il y a un énorme problème, et donc le fait de rouvrir des mines, c'est provocateur, mais ça permettrait d'imposer des filières avec des normes sociales environnementales, et nous, on travaille avec je parle des Congolais en l'occurrence, mais on pourrait parler de beaucoup de pays en développement, on travaille avec des gens qui demandent des normes sociales et environnementales, mais on est dans des situations où les seuls, et ça aussi c'est peut-être contre-intuitif dans le monde des ONG,
Mais les seules compagnies qui font un peu attention et qui souvent font venir eux-mêmes des gens d'Inde ou d'ailleurs pour faire leur monitoring de respect des normes sociales et environnementales, c'est la vingtaine d'entreprises qui sont cotées en bourse. Pourquoi ? Parce qu'eux, ils ont un risque réputationnel. Les autres, les centaines d'entreprises qui ne sont pas cotées en bourse, ils s'en foutent complètement. Tout ce qui compte, c'est d'être le moins cher possible. Donc, c'est une piste qu'il faut aussi creuser. Et puis, évidemment, aussi la question de la sobriété. Hein, pour ajouter sur ce qui a été dit, j'étais tout à fait d'accord avec ce qui a déjà été dit sur la question, mais on a quand même eu un événement récent sur Twitter, bon, il y en a souvent avec lui, mais un Georges Duboucher attaque le vif qui fait sa première page sur la sobriété en lui disant mais c'est scandaleux, vous êtes des militants pour la décroissance. Donc le président d'un des principaux partis ne sait pas faire la différence entre sobriété et décroissance. Moi je vous ai dit que j'étais contre la décroissance, je suis pour la sobriété. L'inverse de la décroissance c'est la croissance économique, l'inverse de la sobriété c'est le gaspillage. Donc est-ce que le MR est pour le gaspillage ? Enfin, qui est pour le gaspillage ? Et je pense qu'il faut relier ça, on est dans le contexte actuel, avec le portefeuille des gens. Parce que maintenant, on a le gaz qui coûtait 20 € et qui coûte 130. Donc, c'est une question qui est incontournable. Et donc, je sais que la ministre fédérale de l'énergie a sorti ses 5 points pour la sobriété, mais je ne sais même pas si vous en avez entendu parler, parce que même nous qui sommes dans le milieu, c'est tout juste si on ne le chuchotait pas de peur d'aborder le sujet politiquement. Or, on peut avoir un discours et un récit qui va expliquer que non seulement c'est bon pour l'environnement, mais c'est bon pour le portefeuille des gens. Et je pense, malheureusement, je suis d'accord avec vous, qu'il faut avoir ce discours économique aussi par rapport à des populations qui vont faire l'effort environnemental parce qu'ils peuvent faire des économies, parce qu'ils vont y gagner d'un point de vue économique. Je vous signale, je vais dire un truc super corporate, mais vous avez vu cette pub qui passe à la radio ou à la télé maintenant d'Engie, du type qui dit voilà, mettez votre chauffage plus bas. On dépense des centaines de milliers d'euros dans des pubs pour dire aux gens qu'ils doivent isoler leur maison et mettre leur chauffage plus bas. C'est un message qui est parfois plus audible que celui du monde politique qui en partie, a peur de porter ce message de sobriété. Nous, on le fait parce qu'on pense qu'en tant qu'entreprise, qui s'est dit, quand même, c'est un groupe gazier qui s'est mis en tête, en 2045, on va être net zero carbon. Donc, allez, avec des actionnaires et un quota en bourse, comme vous dites. Donc, on ne peut pas se permettre de déconner. Donc, il faut réfléchir sérieusement comment est-ce qu'on va faire ça et quand même maintenir une certaine prospérité économique. Et c'est justement en disant à nos clients, écoutez, on peut vous accompagner dans cette transition. Et oui, d'accord, on va faire de l'argent en le faisant. Et c'est un objectif sociétal. Surtout que non seulement on a l'argument environnemental, on a l'argument économique et on a l'argument géopolitique. Si on veut... on peut toucher des gens qui veulent en fait faire du mal à Poutine et qui vont faire du bien au climat. Et on a l'Agence internationale de l'énergie qui a publié ses propositions en termes de sobriété pour le gaz et pour le pétrole, qui ne cesse aussi de communiquer là-dessus. Franchement, les gouvernements en Europe, vous entendez quelque chose, vous ? Moi, j'entends rien du tout. Pour revenir, et là, c'est peut-être aussi provocateur, mais la seule personne politique que j'ai entendu parler, dont j'ai entendu parler et qui parlait d'ouvrir les mines, c'était Bart de Wever. Mais aussi, encore une fois, ça c'est encore les Belges, puisqu'on n'a pas de métaux, il y a le géologue qui en parlait. On n'a pas beaucoup de risques, et en fait, il faisait référence en Espagne, où il y avait du lithium, et il y a aussi des grandes réserves de lithium en Serbie. Et les deux, donc je ne sais plus quel parti politique espagnol a gagné les élections à Séville sur ce principe-là, de ne pas ouvrir les mines. Et en Serbie, les derniers hommes politiques ont gagné. En Serbie, c'est très compliqué aussi. En Suède. En Suède aussi ? Vas-y, allez. Oui, mais moi je pense vraiment qu'on est dans un momentum, donc, où de partout on entend, depuis des grandes entreprises qui fournissent de l'énergie jusqu'à l'industrie, etc., parler de la réduction de l'empreinte environnementale. Je pense que la question des mines, elle est vraiment intéressante ou de l'extraction,
parce qu'elle ouvre aussi le champ sur des questions autres que la question climatique et du CO2. L'empreinte environnementale, ce n'est pas que ça. Et par ailleurs, elle nous parle aussi des impacts sociaux de notre consommation, et notamment des impacts sociaux à l'extérieur de notre territoire, et donc de notre responsabilité, globalement. Et donc, aujourd'hui, tout le monde est focalisé sur et c'est bien, sur la question des changements climatiques, sur le CO2, etc., d'autant plus qu'il y a maintenant l'explosion des coûts de l'énergie, mais on ne doit pas oublier ça aussi, la question des ressources naturelles, des ressources naturelles autres que les énergies non renouvelables. Donc voilà, pour moi, sur la question de l'extraction, globalement, pour moi, c'est un peu la même question, c'est-à-dire qu'on est dans des ressources naturelles non renouvelables, ou en tout cas renouvelables sur des milliards d'années, et donc il faut réduire l'empreinte environnementale, celle-là aussi, et ça aura des impacts sociaux également. De manière transitoire, il faut faire attention, donc là aussi, une transition, internaliser les externalités, donc le prix et les conditions de travail, etc., doivent être décentes et internaliser le fait que ça n'est pas une activité neutre pour l'environnement ni pour les droits sociaux. Aussi pour faire en sorte que l'économie circulaire soit compétitive. C'est un problème aujourd'hui. Ceux et celles qui internalisent les externalités, qui utilisent les déchets comme ressources, ne sont pas compétitifs par rapport à ceux qui en fait, se font de l'argent sur l'environnement ou sur les droits sociaux. Donc là-dessus... Sauf voilà. Genre Umicore, par exemple, ils ont eu l'opportunité de développer ça parce qu'ils étaient déjà bien positionnés. Mais donc, il se passe des choses, y compris chez des acteurs lourds sur ces marchés-là. Et donc, c'est une bonne chose. Moi, je voulais donner l'exemple de la Suède. C'est vraiment une anecdote. Donc, en Suède, il y a des matières premières. Il y a des matières premières qui sont intéressantes. Il y a des zones où il n'y a pas trop de population. Donc, ça ne dérange pas spécialement beaucoup de monde. Mais mon collègue suédois me disait, donc on avait une discussion à propos de l'économie circulaire, voilà, je vous dévoile, et il me dit, écoute, tu sais, il faudra toujours de l'extraction, et notamment par rapport à la Chine, on peut quand même pas se permettre, et donc moi j'aimerais bien quand même ouvrir des mines en Suède, et d'ailleurs la place, etc. Je dis oui, et donc il dit, moi, mon problème c'est que j'ai plus d'investisseurs. Et donc voilà, quand je dis qu'il y a des astres qui s'alignent, voilà, parfois il y a plus d'astres encore que ce qu'on peut penser. C'est fou ça. Mais là-dessus, d'où l'importance de défendre des normes sociales et environnementales multilatérales. Parce que si les investisseurs ne veulent pas venir en Europe, c'est parce qu'ils auront des normes qu'ils devront respecter, donc ça coûte plus cher que d'aller ailleurs. Et là, il y a un billet énorme auquel il faut s'attaquer, quoi. Ah, pardon, vas-y. C'était pour réagir sur ce sujet énorme, parce que j'avais une autre question sur ce sujet-là. Normes et, je dirais, standardisation de la mesure. Justement, si on prend le shifting point, on travaille encore sur les indicateurs, quelle est la place que vous pensez donner, ou que vous verriez, la question que c'est de tous, de normaliser la méthodologie? Je pense qu'en fait, on se concentre beaucoup aujourd'hui sur soit les solutions sur le problème, mais sur la méthodologie. Comment on parvient à trouver des solutions. Je pense qu'on a encore des gouffres qui sont énormes, ne serait-ce qu'en transport, acteurs privés, acteurs publics. Je pense que là, acteurs privés et cette question de la méthodologie, je pense que c'est fondamental à clé, parce qu'en partant avec des outils de mesure différents, on arrive forcément avec des solutions différentes. En ne mesurant pas, alors là, c'est très bien fait aujourd'hui. On n'arrivera pas de conclusion. Tu as ajouté à ça? J'ai une idée. Mais... Sur le partage, je pense, sur réinventer les partages entre le privé, les ONG, le monde public, je pense qu'il n'y a pas un acteur qui tient sur les. C'est ça. C'est tout le débat sur la planification écologique, et tout le monde en parle maintenant. Si on voit les élections en France, que ce soit Mélenchon ou Macron, enfin tout le monde parle de ça.
la question, le terme planification, il est fortement chargé, y compris planification centralisée à la soviétique, etc. Mais bon, De Gaulle faisait des plans, etc. aussi. Mais là, je pense que l'enjeu, c'est plutôt la planification décentralisée. L'État, le rôle de l'État, c'est de mettre, un peu comme ici, les acteurs, à la fois les acteurs du secteur privé, les entreprises, les acteurs des organisations de la société civile, etc., toutes les parties prenantes, pour qu'il y ait une adhésion derrière un projet, pour qu'on comprenne, qu'on se mette tous au même niveau d'information pour voir dans quel cap on va suivre, et puis qui mène des politiques publiques incitatives ou contraignantes en fonction des enjeux qui sont sur la table. Mais si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas, parce qu'on était déjà dans une société de défiance. La pandémie a complètement démultiplié ça, donc la parole politique ne passe plus, enfin ne passait déjà plus, mais la fracture entre gouvernants et gouvernés, elle est devenue abyssale quand on a une ministre de la Santé qui nous explique qu'il ne faut pas mettre de masque, ça ne sert à rien parce qu'en fait on n'en a pas et qu'on les a détruits, et puis quelques mois après on s'en rend compte. Comment voulez-vous que ça ne débouche pas sur une exacerbation de cette société de la défiance? Donc, même si des États voulaient faire de la planification centralisée, je pense qu'ils n'y arriveraient pas parce qu'ils provoqueraient des mouvements de résistance partout. Par contre, il y a des acteurs qui ont des intérêts différents, qui ont des cultures et des histoires différentes, sont tous d'accord sur l'objectif de ces transitions énergétiques, etc. Alors, l'État doit rassembler ces acteurs et que chacun joue son rôle dans cette direction-là et se fasse aussi les relais vis-à-vis des populations pour ne pas que ce soit uniquement la parole politique qui fixe le cap. Vas-y, c'est la dernière. Et à la limite, la question de la planification, ça c'est un débat politique à avoir démocratiquement, comment est-ce qu'on établit. Quelque chose de beaucoup plus concret, typique. Je prends un exemple, numérique. On parle beaucoup du numérique aujourd'hui, c'est un thème important aujourd'hui, l'explosion des émissions liées au numérique. Vous n'avez pas aujourd'hui d'outils et de normes qui posent un facteur d'émission en face d'un usage numérique, en face d'une technologie. C'est un exemple parmi d'autres, on peut le retrouver sur plein de choses, qui fait que derrière, chacun peut avoir sa même idée. Vous n'avez aujourd'hui pas de normes sur qu'est-ce que ça veut dire être neutre en carbone. Tous les jours, on entend une nouvelle entreprise qui dit qu'ils sont net zéro, neutre en carbone, c'est absolument faux. C'est faux. Il n'y a pas de aucune neutralité carbone. Donc, c'est ça que je veux dire, en fait, sur des exemples, au-delà de vraiment dire comment est-ce qu'on par exemple, la stratégie d'adaptation d'un pays, sur des cas concrets comme ça, quels sont les exemples, selon vous, pour imaginer une collaboration entre des acteurs publics, des acteurs privés, des acteurs de la société civile, pour créer des méthodologies standards de mesure qui n'aient pas d'effet de bord, de certains qui en profitent, et voilà, que les efforts de ceux qui sont plus vertueux soient aussi récompensés juste titre. C'est ça. Merci. En fait, on avait encore 15 questions, mais il est mais il est 18h30 et on avait promis de terminer à temps puisqu'on a commencé très tôt. Est-ce qu'un de vous trois a une conclusion ou bien est-ce qu'on peut clôturer sur ce point? Vous avez un dernier message à faire passer? Oui, moi, Ouais, allez-y. peut-être, parce que bon, voilà, on a été interpellés, donc on a... Donc nous, on a fait l'expérience là, du donut à Bruxelles, l'application de la théorie du donut à Bruxelles, et on l'a fait de manière participative. Quand je dis participative, c'est avec des administrations, avec des entreprises et avec des citoyens. Et c'est comme ça qu'on compte avancer pour définir ce que sera l'exemplarité sociale et environnementale, à l'aune de laquelle on va décider si on aide ou pas, ou si une entreprise remplit les conditions suffisantes pour obtenir... éligible ou pas, c'est le mot que je cherchais, éligible ou pas, aux aides économiques régionales. Donc c'est une manière d'adapter au niveau local. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire au niveau local. Moi je pense qu'il faut aussi un cadre réglementaire plus large. Je pense par exemple à la taxonomie, à l'idée de la taxonomie, sans parler des petits enjeux qu'il y a actuellement autour de cette question-là, où là, je pense qu'au niveau mondial, idéalement, mais européen au moins, il doit y avoir des standards, je veux dire, en deçà desquels il n'est pas possible d'aller. Moi, j'ai peut-être un message aussi sur l'alignement. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats en Belgique sur les plans, c'est-à-dire qu'on a fait un plan national énergie-climat.
Enfin, c'est toujours des discussions éternelles parce que voilà, il y a les Flamands, il y a le Bruxelles, il y a les francophones. En gros, le plan qui sort, il manque d'ambition parce que, enfin, tout ce qu'on étudie, la courbe entre 2020 et 2030, elle n'est pas assez ambitieuse pour le faire correctement d'ici 2050. Mais derrière ce débat, il y a aussi, il faut le faire. Et là, le constat, il est entre secteur privé et autorité, il est très compliqué. Chez nous, si on fait un projet éolien, on a inauguré notre 200e éolienne en Belgique, c'est pas énorme, hein, 200 éoliennes. Sur un projet éolien qui réussit, il y en a 9 qui ne réussissent pas. Donc on a un success rate de entre 12 et 14%. Wallonie-Flandre, il n'y a pas de distinction. Donc là aussi, on peut passer des heures et des lustres à faire des plans, mais il y a déjà des choses qui sont no regret et super simples. L'isolation, les éoliennes, le PV. Là, on ne peut pas se tromper. De toute façon, il ne faut pas changer de méthodologie de mesure, il ne faut pas... déjà, sans trop changer le monde, on a énormément de choses qu'on peut faire. Et là, le secteur privé a certes une responsabilité, mais le monde politique aussi, et le citoyen individuel qui trouve qu'il ne veut pas l'éolienne là ou là, lui aussi, mais tout le monde, et elle est partagée. Juste 2 mots sur la manière de pouvoir accompagner le changement culturel dans ce contexte de défiance. C'est la question de la démocratie délibérative. Mais la démocratie délibérative, elle ne peut fonctionner que si on connaît à l'avance les règles du jeu qui vont déterminer si on prend en compte ou pas les propositions des citoyens. Et moi, je dois dire que je suis frappé par tous les exercices qui sont en train de pousser comme des champignons. Et quand on voit ce qu'il en sort, c'est chaque fois assez excellent, en fait. Parce que c'est des gens qui connaissent rien et ils ont des experts qui leur parlent et donc qui sont de manière pragmatique et comprennent très bien. On a vu comment la Convention en France a débouché sur des propositions très intéressantes et comment ça a été mis au frigo pour si pas tuer, c'était Joker sur Joker. Si on va dans cette direction-là, on va tuer complètement la démocratie délibérative parce que des gens ça implique pendant des mois et à la fin, hop, ça va à la poubelle parce que ça ne plaît pas à certains décideurs ou parce que des lobbies ont fait leur job par ailleurs. Donc il faut que les règles du jeu, de savoir comment on va prendre ou pas en compte et selon quels critères les décisions doivent être connues à l'avance. C'est la même chose pour la Convention pour l'avenir de l'Europe. Si vous lisez ce qui sort de cette Convention, pour moi, il y a beaucoup de choses très intéressantes, et y compris des tabous politiques. Et là, il y a la légitimité citoyenne qui pourrait permettre justement ce changement culturel. Mais alors, il faut que le monde politique joue le jeu et accepte de lâcher un peu de leur mainmise sur le processus décisionnel. Autrement, si on dit à des citoyens, allez, expliquez-nous ce que vous proposez, et puis qu'en fait... sans l'avouer, en fait, on condamne tout. Les gens vont vite comprendre que tout ça, c'est un gadget institutionnel qui n'avance à rien. Et alors, on sera tiré une belle balle dans le pied parce que, selon moi, on aura gaspillé une technique de décision qui, pour moi, est prometteuse, quoi. Merci beaucoup. Voilà, je crois qu'on va conclure ici. Je voulais, au nom du réseau belge pour les ressources naturelles, vous remercier tous les trois et aussi remercier l'audience d'être resté aussi concentré, même après 18h30. Merci beaucoup à tous. Merci.